Bonjour et merci d'être avec nous pour ce deuxième numéro du Divan des politiques. Cette émission a une particularité. Sur son plateau, on ne trouve que des psys. Des psychanalystes, des psychiatres, des psychologues, des psys qui apportent leur éclairage, leur analyse sur ce que nous entendons, sur ce que nous voyons, sur ce que nous vivons collectivement en ces temps politiques où se joue pour une grande part et le destin de la France et celui de l'Europe. Et je vous présente tout de suite les 4 invités du jour. Philippe Grimbert, psychanalyste. Lauriane Brunceau, vous êtes psychiatre et chef de service au Centre Françoise Grémy. Marie-Caroline Saglio-Yadzimirski, professeure des universités et psychologue à l'hôpital Avicenne. Et enfin, Philippe Bichon, vous êtes psychiatre à la clinique Laborde. Merci à tous les 4 d'être ici. Et pour commencer, puisque Philippe Grimbert, vous êtes parmi nous. Alors, je rappelle que vous êtes l'auteur du best-seller Le Secret. Best-seller, ce n'est pas un mot usurpé. Vous en êtes Un secret. Un secret. Un secret. Bah, écoutez, je suis content. J'ai commencé par un lapsus parce que je m'inquiétais à la première émission. Je n'en ai pas fait. Je considère que toute bonne émission doit favoriser un lapsus. Donc, un secret, on en est à combien d'exemplaires ? Écoutez, on a atteint les 1 500 000 exemplaires. Bon, très bien. Je suis content de voir que j'ai fait un lapsus, mais je ne me suis pas trompé sur le fait que c'est un best-seller. D'ailleurs, je précise que Un secret a été aussi adapté au cinéma par Claude Miller, avec Patrick Bruel, avec Cécile de France et Ludivine Sagné. Donc, puisque vous êtes sur ce plateau, Philippe Grimbert, avec nous, eh bien, je vous propose qu'on s'intéresse, pour commencer tous ensemble, à l'une de nos nouvelles déesses, la transparence. Malheureuse Nathalie Loiseau, la tête de liste de La République En Marche pour les élections européennes, avait sans doute refoulé un petit détail lointain de sa vie personnelle. En tout cas, une fois la révélation faite, elle a bien dû s'expliquer. Alors oui, il y a 35 ans, j'ai commis une erreur. J'ai accepté, par amitié, de figurer sur une liste où il y avait des gens de droite, des gaullistes, mais où il y avait aussi des gens d'extrême droite. Et ça, je ne le savais pas. J'aurais dû le vérifier, je le regrette. C'est une erreur d'il y a 35 ans. J'entends aujourd'hui certains me prêter une proximité avec l'extrême droite. C'est révoltant. C'est le contraire de ma vie, c'est le contraire de mon engagement depuis des années. C'est le contraire de la raison pour laquelle je suis entrée en politique, dans la campagne d'Emmanuel Macron pour la présidentielle. Alors, c'est à Mediapart qu'on doit cette révélation, comme c'est via Le Canard enchaîné, par exemple, qu'on a découvert les premières révélations sur François Fillon et son épouse pour évoquer une autre campagne électorale, la présidentielle. Alors, quand la vérité éclate, Philippe Grimbert, le psychanalyste que vous êtes, qui donc, dans son cabinet, régulièrement dit à ses patients qu'il faut tout dire, qu'il faut en tout cas parler sans censure, le psychanalyste que vous êtes, est-ce qu'il se félicite sans réserve, je dirais, de ce qu'implique cette passion supposée pour la transparence? Je suis très partagé, parce que c'est ce que veut dire d'ailleurs le terme passion, hein. C'est de la souffrance et c'est de l'amour. Donc il y a quelque chose qui m'intéresse dans l'idée de la transparence, évidemment, puisque comme vous le rappelez, ce que nous demandons à nos analysants, c'est de tout dire. Sauf que tout dire, il y a des lieux pour ça. Je crois que c'est quand même fondamental de le rappeler, et que, évidemment, cette vérité qui éclate partout, qui est, comment dire, espionnée, traquée, c'est quelque chose qui est effectivement très gênant. Il y a une fascination quand même, à travers cette idée de transparence, pour le secret. Vous savez, je regarde souvent Internet et les réseaux sociaux, et sur la page d'accueil de Yahoo, par exemple, où il y a toutes les informations, alors pas triées, les plus futiles comme les plus exceptionnelles, il y a des termes qui reviennent, des signifiants qui nous interrogent. C'est-à-dire lever le voile, dévoiler, révéler, prendre enfin la parole. Il y a quelque chose qui va, en effet, du côté du secret dépassé. Et ça, je trouve que c'est très intéressant, parce que on voit bien à quel point tous ceux qui sont pour la transparence sont quand même fascinés par la dimension du secret, ne serait-ce que pour la transgresser. Est-ce que vous direz du secret, voire du complot? Alors, les complotistes, formidable, évidemment.
on est en plein dedans, c'est-à-dire qu'ils ont une vision, j'allais dire, délirante de la transparence. C'est-à-dire qu'en effet, ils savent que c'est Emmanuel Macron qui a mis le feu à Notre-Dame. Voilà, donc ils peuvent nous parler de la vérité, de la transparence absolue. C'est eux qui l'ont. Malheureusement, évidemment, c'est sur un mode délirant. Alors, évidemment, quand on parle de Mediapart ou quand on parle d'un certain nombre de révélations qui semblent nous apporter un plus à notre démocratie, on oublie peut-être, je me tourne vers vous, Philippe Bichon, on oublie peut-être que derrière la transparence, il y a aussi, finalement, je prends un tout autre exemple, des caméras de surveillance, une volonté peut-être de nous fliquer, comme on le dit de façon tout à fait triviale. Est-ce que ça participe finalement de la même passion pour le dévoilement ? Alors, la passion pour le dévoilement, oui, je pense que, si vous voulez, il y a quand même une nécessité, on pourrait dire, de respecter une certaine opacité pour que les gens puissent avoir quand même une certaine tranquillité intérieure. Alors, dans mon travail avec nos patients qui sont psychotiques, ils ont justement eux-mêmes ce vécu de transparence, d'être transparent au monde, que les gens devinent leurs pensées en permanence. Donc, vous imaginez vous déplacer en ayant le sentiment que tous les gens savent ce que vous avez à l'intérieur de votre tête, c'est quand même quelque chose de difficile. Alors, si en plus, on rajoute des multitudes de caméras qui viennent, on peut dire, presque mettre dans la réalité ce vécu de transparence pour les patients, c'est très difficile. Donc, là-dessus, je pense qu'il faut faire gaffe à cette question de la transparence absolue parce qu'il y a une nécessité de respecter une certaine intimité. Par contre, qu'on soit transparent vis-à-vis des conflits d'intérêts, ça me semble excessivement important. Et dernièrement, notre ministre a nommé... Notre ministre, laquelle ? De la santé. Oui, puisque je suis psychiatre, je parlais de la ministre de la Santé, a nommé Franck Bellivier comme délégué interministériel. Eh bien, sachez que ce monsieur, dans un livre, écrit, préconise certains médicaments pour traiter certaines affections sans dire ces conflits d'intérêts. Or, la molécule, par exemple, qui prescrivait, qui était pour des troubles de l'humeur, était complètement critiquée par une revue très pertinente qui s'appelle Prescrire. Donc, je pense que cette transparence, ça vaut le coup de l'utiliser quand il s'agit des conflits d'intérêts. Alors, donc, bonne ou mauvaise transparence, oui. Si je comprends ce que vous dites, et je me tourne vers vous, peut-être, est-ce qu'on peut, du coup, lorsqu'on est psychologue en l'occurrence, comme vous l'êtes vous, à l'hôpital Avicenne, est-ce qu'on peut du coup considérer qu'il y a un certain nombre de secrets qu'il vaut mieux garder pour soi et ne pas les mettre sur la place publique, mais que ce n'est pas de l'ordre finalement de ce que révèle le Mediapart ou le Canard enchaîné ? Bien sûr, il y a plusieurs ordres de discours et il y a plusieurs types de secrets. Il y a le contenu du secret et puis il y a la fonction du secret. Certains secrets protègent et vont évidemment protéger un patient. Et moi, je crois que quand il y a du secret, il y a de la vie psychique. Et je pense aussi qu'une psychothérapie, une psy, c'est aussi, ou une psychanalyse, c'est aussi aider le patient à construire son propre secret. À côté de ça, vous parlez d'autres types de secrets. Vous parlez de la transparence mortelle, celle du livre de Denis Oliven, autrement dit, celle de la vie publique, celle de la vie médiatique, où là, il est demandé bien autre chose au sujet. On est dans un autre ordre de discours. Je ne demande pas à mes patients de tout raconter. Au contraire, ils racontent ce qu'ils veulent. Ils viennent parce qu'il y a une forme de souffrance psychique qui est bien sûr liée à des secrets. Mais à nouveau, je pense qu'il y a des secrets très protecteurs, d'autres qui, au contraire, inhibent pour la vie ou inhibent la génération future, comme dans votre livre. Mais à nouveau, je crois qu'il faut vraiment distinguer où vient se faire cette transparence aujourd'hui. Mais en donnant finalement à chacun de nous d'incroyables moyen de communiquer à l'autre tout ce qui nous passe par la tête. C'est quand même ça, les réseaux sociaux. C'est finalement, je vais te dire, y compris avec qui je couche, y compris ce que je mange, y compris la façon dont je me maquille. Donc dans cette idée qu'on nous donne les moyens de tout montrer, de tout dire, de tout communiquer à l'autre, est-ce qu'il y a, pour la psychiatre que vous êtes, un danger ? C'est-à-dire, d'une certaine façon, on nous donne aussi à nous-mêmes des armes, finalement, pour nous détruire, ou en tout cas pour nous affaiblir psychiquement. Le discours sur la transparence, c'est aussi un formidable moyen d'organiser l'opacité de l'utilisation des données personnelles. Alors que ce soit pour les vendre au privé ou que ce soit aussi pour des raisons liberticides. Et on voit bien d'ailleurs, le Canard enchaîné en a parlé, comment on a demandé aux médecins des urgences de la PHP de ficher les gilets jaunes blessés, hospitalisés. Comment déjà, depuis, il me semble, mai 2018, en psychiatrie adulte, il y a un fichage des patients hospitalisés sous contrainte.
Voilà, donc c'est quand même une transparence à géométrie variable, parce que cette glorification de la transparence, on pourrait s'attendre à ce que les journalistes d'investigation qui œuvrent pour la manifestation de la vérité, les personnes de pouvoir leur vouent un culte. Je sais pas, à Mediapart, au Canard enchaîné, même certaines émissions de radio. C'est pas du tout ça. Mediapart, quand ils vont parler de Benalla, ils se tapent une perquisition le lendemain. Il y a une émission, là, Comme un bruit qui court, qui est extraordinaire sur la pédopsychiatrie samedi dernier ou celui d'avant. J'apprends qu'elle est supprimée des programmes à la rentrée de septembre. Donc voilà, on est dans ce retournement de la langue permanent, comme vous en avez parlé à la dernière émission. Et la transparence fait partie de ces thèmes positifs qui masquent quelque chose de profondément violent derrière. Alors, est-ce que vous avez l'impression que les psys, du coup, ont une certaine responsabilité? Parce que même si, effectivement, ils font des distinctions qu'on a essayé d'expliquer là, ils ont quand même contribué, eux aussi, à se tout dire. Je me le demandais justement parce que cette question se pose de façon aiguë dans la mesure où toute une époque de la psychanalyse, même je pense à Françoise Dolto, était du côté du il faut dire, il faut tout dire, hein, qui a été d'ailleurs très mal interprété ensuite. C'est quand même très utile de le dire. Mais évidemment, ce qui se passe aujourd'hui fait penser à tout cela. Il y a aussi, je disais, cette face positive du secret qui est très importante à une société secrète. Je vais te dire un secret. Ce sont des choses qui vraiment créent du lien. Et à l'inverse, la transparence, à l'extrême, vous en parliez tout à l'heure, ça peut aller jusqu'à la psychose. L'inconscient à ciel ouvert, pas de refoulement. Tout est là au vu de tous, ou tout le moins c'est vécu comme ça par le sujet. Donc il y a vraiment des choses extrêmement compliquées et beaucoup plus subtiles que secret d'un côté, transparence de l'autre. Est-ce que ça n'aboutit pas aussi, peut-être, cette passion pour la transparence, ou cette passion supposée, à ce qu'on ait l'idée que tout, finalement, peut se dire? Or, on sait bien, c'est quand même le principe même de ce que la psychanalyse, par exemple, avance, c'est que tout ne peut pas se dire, de toute façon, que le langage fait défaut pour ça. Comment vous voyez, finalement, cette impossibilité de tout dire aussi? Bien sûr, tout ne peut pas se dire, a fortiori, si je reprends le contexte dans lequel je travaille, dans une consultation de psychotrauma avec des migrants auxquels on va demander précisément un discours de la transparence, on va leur demander d'expliquer, on va leur demander des choses extrêmement concrètes qui psychiquement pour elles se manifestent sous l'ordre du chaos, de l'impossible à raconter, etc. Donc on est vraiment là dans des demandes et dans des types de paroles et des types de secrets qui sont absolument différents et qui ne vont pas se rencontrer de fait. Je pense effectivement qu'il y a une forme de secret qui ne peut pas se dire. Pourquoi? Parce qu'elle relève de l'intime du sujet, parce qu'elle relève de son propre récit, de sa propre histoire, qu'elle peut probablement se dire un peu dans l'espace d'une psy, mais qu'elle ne peut absolument pas se dire dans un autre espace qui serait celui de l'espace public, l'espace médiatique et autres. Donc on peut quand même, Philippe Bichon, se dire qu'il y a un certain nombre de distinctions à faire, notamment entre le collectif et l'individuel. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des secrets comme celui, par exemple, de Madame Loiseau, de Monsieur Fillon, ou comme, je ne sais pas, au moment même où on a révélé la fille cachée de Mitterrand. Après tout, c'était un secret personnel, c'était sa vie privée. Mais on se disait, est-ce que ça n'est pas nécessaire de savoir comment vit le président de la République? Est-ce qu'on peut donc faire une distinction vraiment entre ce qui intéresserait le collectif et ce qui devrait rester de l'ordre de l'intime? Ouais, bien sûr, c'est pour ça que je dis qu'il y a cette sorte de nécessité absolue de respecter une opacité. C'est-à-dire que la personne... Je crois que même dans la psychanalyse, il ne s'agit pas du tout de dire tout ce qui passe par la tête. C'est qu'est-ce qui tombe là, qu'est-ce qui apparaît qu'on peut dire. Mais la personne qui fait ce travail-là n'est pas du tout obligée de dire tout ce qui passe par la tête. C'est pas tout à fait ça, la démarche. Mais moi, je voudrais revenir sur autre chose, parce que ce qui m'inquiète beaucoup dans cette transparence, c'est par exemple le dossier patient informatisé. C'est-à-dire qu'on fait des grands groupes maintenant, on appelle ça les GHT, peut-être même les GHU, j'y comprends plus tellement grand-chose dans tout ça. Mais si vous voulez, toutes les informations que les soignants doivent avoir sont censés les mettre sur ce dossier patient informatisé. C'est-à-dire que dans un GHU, c'est toute une région. Donc il peut y avoir 15, 20 établissements, voire plus, qui dépendent d'un GHU. Et n'importe qui, évidemment, il y a des niveaux, soi-disant, de GHU, protection. ça veut dire quoi? Groupe hospitalier universitaire ou groupe hospitalier de territoire. Vous savez, ils ont tout rassemblé pour que ça fasse moins de coups, hein, puisqu'effectivement, la psychiatrie ou la médecine, ça va pas parce qu'on n'est pas bien organisé. Donc ils nous réorganisent. Mais on sait bien que quand on nous réorganise, en général, c'est pour diminuer le personnel. Il ne faut pas se laisser Donc toutes tromper. ces informations sont concentrées sur un dossier patient informatisé où finalement
des gens, moi par exemple, si je veux quelqu'un d'un hôpital en tant que médecin, je vais avoir accès à des informations sur quelqu'un que je ne connais même pas du tout, mais je peux en mettant son nom. Et en plus, sur ce dossier, quand on appelle un nom, il y a toute une liste. Ah tiens, celui-là. Donc, qui derrière peut aller regarder? Et en plus, si vous voulez, ce qui n'est pas dit du tout, c'est qu'on n'est pas du tout obligé, en tant que patient, d'accepter d'être sur ce dossier. Mais c'est pas du tout informé, quoi. Bon, eh bien, ce premier thème, je crois que nous l'avons, je l'espère, un peu éclairé, et je vous propose qu'on passe tout de suite au second thème. Alors, tout le monde se souvient, j'imagine, de ce ministère que Nicolas Sarkozy avait imaginé en 2007 et dont le libellé contenait l'expression « identité nationale ». À l'époque, ça avait fait débat, sinon scandale, et depuis, on a beaucoup parlé d'identité, notamment en évoquant, par exemple, le repli identitaire. Dans ce même registre, Emmanuel Macron a tout récemment mis au goût du jour une nouvelle expression. C'était dans sa conférence de presse. Cette mandature est de notre République. Je veux lui assigner un objectif simple. Redonner une espérance de progrès à chacun en demandant à chacun le meilleur de lui-même. Et c'est ainsi que nous pourrons reconstruire ensemble très profondément ce que j'appellerais l'art d'être français, qui est une manière très particulière d'être ce que nous sommes. L'art d'être français, c'est être à la fois enraciné et universel, être attaché à notre histoire, nos racines, mais embrasser l'avenir. Et c'est cela, ce que je demande au gouvernement, aux assemblées, aux partenaires sociaux, aux élus, de replacer l'humain au centre, de rebâtir une nation de citoyens libres dans une Europe plus forte. Parce que je crois que c'est ainsi que nous pourrons véritablement retrouver cet art si particulier d'être français. Nos concitoyens ont l'impression que, en quelque sorte, tout est cul par-dessus tête et que plus rien ne tient. Cet art d'être français que j'évoquais, c'est un attachement particulier à notre langue, à notre culture et à quelques permanences. Manifestement, c'était important pour le président de la République de nous parler de cet art-là. Alors, moi, je connaissais l'art d'être grand-père depuis Victor Hugo. Je me dis que l'art d'être français, ça demande peut-être que des psys apportent quelques lumières. Alors, tout le monde n'en a pas besoin. Par exemple, Éric Ciotti, j'ai vu, lui, il a tout de suite compris ce que voulait dire le président de la République. Il a immédiatement déclaré que l'art d'être français, je le cite, c'est de diminuer radicalement l'immigration. Alors, pour vous, Marie-Caroline Saglio-Retzminski, qui êtes psychologue et qui recevait en consultation à l'hôpital d'Avicenne de nombreux migrants, est-ce que vous avez, on peut vous poser la question aussi directement, est-ce que vous avez le sentiment que ces migrants, ces étrangers, mettent radicalement en cause notre identité française ? Ce que mettent en cause ces migrants, c'est notre manière de penser l'identité. C'est certain, il y a une obsession identitaire absolument accolée à la question sécuritaire qui révèle finalement nos propres failles, je pense, pour penser des identités qui sont évidemment multiculturelles. Essayer de penser l'identité, on ne peut absolument pas l'assigner, elle est elle-même plurielle. Donc je pense que la question migratoire révèle cette faille-là et nous montre à quel point on a du mal à penser l'autre. Vous parliez de signifiant tout à l'heure, je reparle de signifiant. Aujourd'hui, le migrant, c'est l'exclu, c'est le menaçant, c'est celui dont il faut se protéger. Dans le discours d'Emmanuel Macron, la suite, c'était en 3 points. Un des points principaux, c'était vous assurer la protection. Donc moi, je crois qu'aujourd'hui, il y a une espèce d'amalgame immédiat entre cette notion d'identité et la notion de la sécurité. D'ailleurs, très souvent, la notion d'identité va tout de suite avec la notion, se développe avec la notion des valeurs, avec la notion des frontières. Ça vient très vite. Non, bien sûr. Lorsqu'on reçoit dans une consultation de psychotraumatisme, dans un service de psychiatrie, comme je le fais à Avicenne, une population qui est effectivement une population de migrants, et qui viennent pour une souffrance psychique très importante, qui relèvent des violences dans leur pays d'origine ou bien sur la trajectoire. On sait à quel point ces trajectoires sont violentes. Non, on n'est pas en face d'une remise en cause de l'identité française. Absolument pas. Au contraire, d'ailleurs, je pense qu'on est en plein dans notre service et en plein dans l'accueil inconditionnel que peut apporter la santé française ou un service public de santé. Donc, cette question est mal tournée. Et la question culturelle, en revanche, est
aujourd'hui utilisés pour être attachés à la question sécuritaire. Et ce qu'on peut demander à un psychanalyste, c'est est-ce que ces confusions qu'on fait éventuellement sur l'identité française, ça ne tient pas d'abord au fait que dans notre propre vie, chacun de nous est aussi incertain sur son identité d'être parlant, d'homme, de femme, enfin que c'est fondé sur une crainte fondamentale de ne pas savoir qui je suis. Absolument, et chacun de nous est rattrapé par son passé, comme on le dit pour les hommes politiques ou les femmes politiques qui commettent une bévue. Mais je peux presque parler en mon nom, parce que autrefois, mon grand-père qui vient de Roumanie est arrivé en France, il parlait déjà français, sa femme et lui étaient passionnés par la littérature, par la culture, par l'art français. C'était une des grandes raisons, y compris une raison économique tout de même, de venir en France et à Paris. Bucarest, c'était le petit Paris à l'époque. Donc il y avait quelque chose qui a complètement changé. Je crois qu'on résonne encore avec cette idée que tous les migrants viendraient pour des raisons de nos valeurs ou pour la culture française. Non, la réalité du monde a changé. Ils ont traversé la mer sur des bateaux pneumatiques en risquant leur vie. Et pour éviter la mort, là-bas, ils courent une mort encore plus certaine en traversant la mer. Donc on est dans une toute autre forme de raisonnement. Je crois que c'est très important de ne pas rester sur l'idée que les migrants viennent parce qu'ils aiment la culture de la France. Et ce n'est pas du tout critique, ce que je dis. On est passé à une autre réalité. Mais alors, Philippe Bichon, vous avez parmi nous une particularité, c'est que vous avez aidé en Côte d'Ivoire à la création d'un hôpital psychiatrique. Et lorsque je lis vos témoignages, lorsque je regarde ce que vous dites de votre expérience, j'ai l'impression finalement que pour vous, le fait de côtoyer d'aussi près des Africains, ça vous rend, si j'ose dire, encore plus français, ou ça vous permet de savoir encore mieux qui vous êtes. Est-ce que je me trompe ? Alors, je ne sais pas si ça me rend plus français, parce que si vous voulez, vu comment on envisage l'être français, ça ne me plaît pas tellement, si vous voulez, parce que quand même, liberté, égalité, fraternité d'abord. Donc on voit bien que les libertés sont attaquées, l'égalité, bonjour, et puis la fraternité, on laisse les gens mourir dans la Méditerranée. Donc là, j'ai un peu de mal à être français. Non, ce que je veux dire, c'est que justement, ce que vous précisiez, c'est que c'est multiple. Il n'y a pas une identité française. Je veux dire, on est un peuple avec plein de gens différents, et on a une tendance à faire une homogénéisation absolue, alors que ce qui est important, c'est l'hétérogénéité. Alors, mon aventure africaine, moi, me permet plutôt de m'enrichir, parce que les autres cultures, les autres valeurs culturelles me donnent une richesse et me font mieux comprendre les choses. Et par exemple, en Afrique, on n'est pas du tout sur le même point qu'en France, où on est dans l'être pour lui-même, le sujet individualiste, auto-entrepreneur de lui-même, on va dire égoïste, qui tient pas compte de rien, qui est dans une stratégie guerrière, actuellement, quel modèle, hein, la valeur, on pourrait dire la norme dominante, alors qu'en Afrique, on découvre que les gens, ils sont dans un être pour le groupe. Un être pour le groupe, c'est-à-dire que là, il y a déjà une solidarité et qu'en plus, on se construit sur quelque chose de très important. C'est qu'il n'y a pas le déni, comme dans notre culture judéo-chrétienne, de l'agressivité qui nous habite. Ce désir de meurtre qu'on peut avoir de la mère, par exemple, vis-à-vis de l'enfant ou de l'enfant vis-à-vis de la mère, il est totalement refoulé chez nous. Alors que cette agressivité-là, elle est reconnue. Elle est reconnue socialement et ça va donner justement une cohésion sociale parce que ça va faire des constructions culturelles très intéressantes et surtout d'un point de vue psychopathologique, on ne va pas réduire la question par exemple de la maladie mentale à un dysfonctionnement du cerveau. Et ma question c'était le fait d'être si près de l'Afrique ou des Africains, est-ce que finalement ça ne fait pas comprendre qu'être français, ça n'est pas forcément se replier sur une identité qu'on supposerait en quelque sorte localisée quelque part ? De toute façon, on est d'abord des êtres humains. Hein, parce que son identité nationale, bien sûr, on a un passeport, ça nous permet de circuler, ça nous donne une liberté plus grande, évidemment, si on est français que si on vient d'autres pays. Mais la question d'être français, je sais pas, c'est le vin, c'est quoi, c'est les parfums, c'est la bonne bouffe. Qu'est-ce que c'est être français ? Moi, je pense que pour moi, être français, si je prends mes racines, c'est avoir une capacité d'accueil pour l'étranger. Alors, je me tourne également vers vous parce que la question qui m'intéresse, c'est de savoir en quoi le fait d'être psy, c'est-à-dire d'être confronté à la souffrance psychique d'un certain nombre de gens, en quoi ça vous rend finalement plus ouvert peut-être sur l'ensemble de ceux qui composent l'humanité. Est-ce que ça vous amène à vous replier ou est-ce que ça vous amène au contraire à être de fait par votre pratique elle-même en mesure de dire que l'identité ne se définit pas comme une fermeture ?
Alors, je pense que cette formule, l'art d'être français, ça n'est qu'une reformulation par Emmanuel Macron d'une autre formule qui est « La France, tu l'aimes ou tu la quittes », qui avait été dite au départ par Philippe de Villiers et qui a été reprise ensuite, mais formulée autrement, par Nicolas Sarkozy. Et je crois que « La France, tu l'aimes ou tu la quittes », Éric Ciotti a reçu 5 sur 5, visiblement. Donc c'est ça qui est derrière, c'est tout. Et c'est congruent d'ailleurs aux politiques de non-accueil des personnes migrantes et notamment des mineurs. Donc dans ma pratique à moi, bien sûr, je fais le plus beau métier du monde parce que je vois la partie la plus intéressante, parce que la plus fragile et la plus vraie des gens et de toutes les personnes que je rencontre avec une diversité extraordinaire. Je voudrais quand même signaler que ça devient de plus en plus difficile pour les personnes qui viennent se faire soigner en France, je pense notamment aux adolescents autistes, d'obtenir des papiers au titre du soin. C'est devenu complètement aléatoire. Il y a des refus, on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi. Donc on est obligé, pour des personnes qui, nous c'est un hôpital de jour spécialisé pour les adolescents, les jeunes adultes autistes. C'est véritablement des soins qu'ils ne peuvent pas recevoir dans leur pays d'origine. Et bien ça ne suffit pas forcément pour obtenir les papiers au titre du soin. Philippe Bichon donnait finalement une définition possible de l'art d'être français en disant c'est notamment d'accueillir l'autre finalement. C'est loin d'être un repli d'accueillir. Est-ce que vous avez le sentiment finalement que c'est dans cette direction qu'aujourd'hui on peut imaginer collectivement se diriger alors que tout le monde se sent à ce point menacé? J'aime beaucoup l'idée que vous avez évoquée qu'une part de notre identité française serait la capacité d'accueil. C'est très optimiste, mais bon, mais j'aime beaucoup cette idée. Dans la formule d'Emmanuel Macron, l'art d'être français, je trouve que sa définition, puisqu'il la donne, est plutôt la définition de l'art que la définition d'être français. C'est le singulier qui rejoint l'universel, c'est l'art, hein, tout à fait. De là à dire que c'est l'art d'être français, c'est tout à fait autre chose. Marie-Caroline. Je voudrais revenir sur la politisation extrême quand même de cette question identitaire hein, et sur ce que vous avez évoqué, autrement dit la question des titres de séjour pour soins, qui est une vraie question et qui fait polémique actuellement. Vous savez par exemple, en ce qui concerne les populations migrantes, dont d'ailleurs les demandes d'asile, dont on demande lorsqu'ils arrivent qu'ils fassent à côté de leur demande d'asile une demande de soins aujourd'hui, hein, depuis la loi de 2018, ce qui est difficile pour eux puisque généralement il faut qu'ils passent par un certain nombre d'avis médicaux pour être même conscients de ce qu'ils ont, de la terreur qui les prend, de ces symptômes qu'ils ne connaissent pas. Et il y a aujourd'hui un refus systématique de la part de l'OFII, l'Office français d'intégration et migration, qui aujourd'hui a baissé les derniers taux. C'est une baisse de 50% l'année dernière et cette 2018 à nouveau, des titres octroyés pour un séjour pour soins à des étrangers, a fortiori lorsqu'il s'agit de psychotrauma, autrement dit de ces blessures qu'on ne voit pas. On peut éventuellement vérifier une maladie du sang ou autre, on ne pourra pas vérifier le psychotrauma et c'est le meilleur moyen pour les refuser. Donc je crois qu'aujourd'hui, il y a une politisation extrêmement forte de la question évidemment identitaire qui se greffe sur la question sécuritaire. Je trouve également que la formule est plutôt jolie. Elle revient, elle fait penser à l'art de notre grand-père, de Victor Hugo, ça fait très Jardin là le nôtre, c'est très français finalement comme formule. Ça répond dans un contexte ultra politisé aux autres formules qui sont un peu plus cash, par exemple la culture judéo-chrétienne, par exemple nos fondations gréco-romaines qu'on a entendu des espèces d'aberrations, comme si on pouvait décrire une culture qui est évidemment plurielle. Oui, je m'aperçois donc en vous écoutant que finalement cette formule énigmatique, même si Ciotti pense l'avoir comprise tout de suite, elle permet effectivement d'entendre, c'est ce que vous disiez Lauriane, aussi bien la France, tu l'aimes ou tu la quittes, que entendre finalement ce qu'il y a de meilleur, si j'ose dire, du côté de la culture française. Alors, le troisième sujet ne va pas tellement nous éloigner de ça, même s'il va élargir le débat. Regardez. S'il y a bien quelque chose qui est très largement reproché à l'Europe, c'est de nous imposer des normes. Alors des normes pour les pommeaux de douche, pour les pruneaux, pour les graviers ou que sais-je encore. Du coup, comment en être surpris, Bruxelles offre un boulevard à ceux qui manifestement ne portent pas l'Europe dans leur cœur. Je pense que chaque nation a son modèle économique. Chaque nation a son histoire. Et j'ai même envie de dire, chaque nation a son identité économique. Chacun a ses zones de force et ses zones de faiblesse. Et c'est la raison pour laquelle donner le même médicament à tous les malades d'un hôpital, c'est à peu près être sûr d'en tuer les 3/4. Bon.
Alors, cette folie des normes offre un boulevard à Marine Le Pen. D'ailleurs, ou encore, on pourrait citer, c'était il y a quelques jours, à son ex-bras droit, Florian Philippot, qui n'a pas hésité à monter sur le toit du centre des finances de Forbach pour en arracher le drapeau européen. Alors, c'est un acte hautement transgressif, dont je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'il le fera rentrer dans l'histoire. Mais bon, Bruxelles, en voulant tout standardiser, tout normaliser, prête pour le moins le flanc. Ah oui, alors je voulais juste vous préciser, j'ai parlé tout à l'heure des graviers parce que, en préparant l'émission, vous ne savez peut-être pas, mais j'ai découvert que les graviers utilisés dans l'Union européenne doivent répondre à de strictes normes bruxelloises. Et j'ai lu par exemple que les constructeurs de la piste de l'aéroport de Cayenne en Guyane, c'est quand même pas tout près Guyane, avaient été obligés de faire venir leurs cailloux de la métropole. Alors si c'est vrai, c'est en effet une très bonne idée. Alors, Lauriane Brunceau, je me tourne vers vous. Je ne vais pas vous demander si les divans des psys doivent être à 80 cm du sol, parce que ça, c'est pour les tables de restaurant. Pour être effectivement réglementaire, il faut qu'elles soient à 80 cm du sol. C'est la norme EN 1729. Bon, je vais plutôt vous demander plus sérieusement ce que vous pensez, vous, comme psychiatre, de cette normalisation généralisée qui concerne aussi, c'est évidemment le plus embêtant, les êtres humains. Oui, alors en termes de normalisation, donc sur le plan européen, c'est assez frappant de voir l'apparition du thème de l'inclusion. Donc l'inclusion, c'est le terme qui désigne la participation des personnes handicapées ou à besoins particuliers dans tous les champs de la vie sociale. Alors ça va jusqu'au point qu'on peut lire dans la stratégie de l'Union européenne Europe 2020 que la croissance économique ambitionne d'être durable, intelligente et inclusive. Voilà. Dans le même temps, on continue quand même à nous asséner à longueur de discours politiques la norme dominante, M. Bichon l'a dit tout à l'heure, néolibérale, à savoir que ceux qui importent, ce sont ceux qui rapportent. Et qui rapportent de l'argent, hein, pas de la poésie ou l'esprit critique, quoi. Donc on comprenne bien la politique inclusive qui finalement semble une bonne chose, de vouloir inclure. Eh ben, elle va s'aligner sur cette norme de la performance économique. Il faut bien regarder concrètement ce que ça veut dire. Ouais. Parce que ce que ça veut dire concrètement, donc si on regarde en France ce qui est proposé, annoncé, c'est le démantèlement complet du milieu protégé, donc le définancement et à moyen terme la fermeture des établissements spécialisés, IME, IMPRO, ESAT, hôpitaux de jour, tout en ne finançant toujours pas la pédopsie et l'aide sociale à l'enfance. Et pour faire passer la pilule de toutes ces fermetures d'établissements, on nous dit bah oui, mais c'est très bien parce qu'ils vont tous être à l'école. Mais l'école inclusive, ce qui est proposé après, pareil, si on regarde concrètement, c'est la diminution du nombre d'accompagnants, parce que les élèves handicapés qui sont scolarisés en classe ordinaire, ils ont un accompagnant, AVS ou AESH. Or, il est prévu de diminuer le nombre d'accompagnants en supprimant les contrats aidés. Et il est prévu, évidemment, de ne pas revaloriser le statut des AESH et des AVS. Mais la grande idée de la loi École de la confiance, là, c'est de mutualiser les accompagnants. Donc, c'est-à-dire de faire des pôles d'inclusion, d'accompagnement localisés, où on prend 2-3 établissements scolaires, voire plus, jusqu'à 10, et on mutualise les accompagnants. Donc, ils vont pouvoir aller le matin avec un enfant dans une école, l'après-midi un autre enfant dans une autre école, et chaque semaine, ça change. Voilà, c'est ça qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que finalement, ce qui apparaît comme une bonne idée, inclure l'autre dans le lien social, aboutit finalement à ne plus tenir compte aussi d'un certain nombre de spécificités, de différences. Est-ce que c'est ça, finalement, qui menace aussi avec l'Europe? Tous pareils. Oui, c'est la menace, parce que pour qui connaît, comme j'ai la prétention de connaître, le milieu de l'enfance handicapée, des grands autistes et des grands psychotiques, ce qui est proposé là est carrément irréalisable. C'est-à-dire qu'il est impossible. Je travaille avec des enfants qui ont des pathologies si lourdes qu'ils ne parlent pas, qui déchirent tout ce qui est autour d'eux, qui se frappent, qui se mutilent. Vous n'allez pas les mettre à l'école. Non. Qu'est-ce que c'est que ce rêve? Il y a quelque chose vraiment qui, évidemment, parle à l'opinion. Et je suis toujours très choqué quand j'entends parler d'autisme à la télévision, en disant les autistes doivent aller à l'école. Oui, les Asperger, oui, bien. C'est-à-dire ceux qui ont un niveau intellectuel supérieur et qui peuvent bénéficier d'enseignements. Mais il y a des autismes extrêmement différents, et ceux avec lesquels je travaille n'iront pas à l'école. Donc ça veut dire que l'idée qu'il y a une norme là, en l'occurrence, ça a comme fonction de faire en sorte qu'on ratiboise toute une série d'autres structures ou d'autres possibilités finalement d'encadrement, d'aide, de soutien. Avec de véritables spécialistes. Ah oui. Alors,
finalement, Philippe Bichon, est-ce qu'on retrouve là l'idée que la question, c'est que le plus important dans l'Europe, c'est que nous soyons tous, handicapés ou pas, hommes, jeunes, vieux, femmes, que sais-je, tous productifs, et tous productifs dans un sens bien précis que nous réclame l'économie libérale. Est-ce que c'est ça, finalement, cette normalisation généralisée, ce qu'elle veut ? Oui, ça c'est clair, on en a déjà parlé, là, ce sujet auto-entrepreneur de lui-même. Mais la norme, faut se rappeler que c'est un mode de gouvernementalité. C'est-à-dire que c'est une sorte d'illusion. On vous dit, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, mais c'est dans un cadre qui est défini par la norme. Alors concrètement, par exemple, parce qu'il n'y a pas besoin de l'Europe, nos institutions n'arrêtent pas de faire des normes. Notre haute autorité de santé, d'abord, commence à tout mélanger, puisqu'elle dit la médecine, la chirurgie, l'obstétrique, c'est la même chose que la psychiatrie, donc on est soumis aux mêmes normes. Prenons un truc très concret, la prise de médicaments dans la clinique où je travaille. Là, avec les normes, si vous voulez, c'est absolument impératif que quand un patient prend un médicament, c'est un infirmier qui doit délivrer ce médicament. Or, on sait dans notre travail que les patients vont avoir des accroches avec des personnes et pas des statuts. Imaginez que l'infirmier qui est là ce soir-là, il n'a pas un bon contact avec ce patient, que ce patient ne peut pas le supporter. Il va vouloir lui donner le médicament et le patient va dire « Ah ben, moi, j'en veux pas, etc. » Si on voit ça comme ça peut se terminer par une mise en chambre d'isolement, puisqu'il va falloir forcer le malade à prendre son médicament pour respecter les contraintes du personnel qui est affecté ce soir-là. Par contre, si on tient compte que la psychiatrie, il y a quand même une spécificité et que les relations entre les patients et puis le personnel qui est là ne s'appuient pas simplement sur des statuts. Alors si la personne infirmière qui est là sait ce soir-là qu'il a une très bonne relation avec l'infirmier ou avec un homme d'entretien, à ce moment-là, il sait très bien que si c'est l'homme d'entretien qui donne les médicaments ou si c'est l'infirmier qui donne les médicaments, il n'y aura aucun conflit. Alors, est-ce que ça aboutit à cette idée que la norme, finalement, nous contraint en quelque sorte à passer à l'as toute une série de caractéristiques des rapports interhumains qui sont justement hors normes ? Est-ce que vous avez le sentiment, finalement, qu'on nous déshumanise à coup de normes ? Alors, j'ai trouvé tout à fait intéressant l'exemple que vous avez pris. Il y a une souffrance actuelle qui a été tout à fait pointée, par exemple, autour de la médecine, autour de la psychiatrie, qui, avec ses principes économiques, va finalement réduire le rapport humain par ses multiples normes, règlements, etc. J'aurais séparé un petit peu le règlement et la loi d'un côté de la norme, qui est, à mon avis, qui relève aussi d'un besoin de sécurité, d'un besoin d'appréhender, d'un besoin qui est le nôtre, normalisons, pour aussi organiser au maximum. Mais dans cette même idée, moi je crois que la norme exige aussi beaucoup de créativité. Autrement dit, plus quelque part on a des standards qui vont bloquer quelque chose, qui vont rater les rapports humains, qui vont nous empêcher d'agir, plus finalement, au niveau d'une équipe, et a fortiori au niveau d'une équipe humaine, vont se mettre en place des éléments, peut-être pas de résistance, mais en tout cas de créativité pour pallier la violence de la norme. Je vois ça dans un service où finalement la demande de ces patients migrants qui ne parlent pas la langue française, qui ont des symptômes qui débordent complètement ce qu'on attendrait du psychotrauma habituel, eh bien, il faut inventer autre chose, et on ne cesse d'inventer autre chose. Donc, mais c'est bien ça que la norme tue, c'est l'invention, c'est la création. Sauf si, à nouveau, on ne parle pas des normes économiques là et de l'obligation d'appliquer les 80 cm de votre table de restaurant. On parle d'équipes humaines qui sont face à des souffrances humaines et qui vont continuellement, à mon avis, s'ajuster quand même. Et je pense que, de même que la loi va provoquer des formes de rébellion ou autre, je pense que la norme impose aussi des modes de créativité. En tout cas, j'ose le croire. Et je le vis beaucoup dans ma clinique. C'est-à-dire qu'on est en face d'une nouveauté. Elle n'est pas du tout normée. On est en face d'une exigence de contraintes qui sont celles de la contrainte hospitalière. Il faut pouvoir trouver autre chose. C'est tout le débat, parce que si on écoute ce qui a été dit, c'est que justement, finalement, je retiens votre terme d'ajustement. On sent bien qu'effectivement, quand vous évoquez les enfants qui ont des difficultés, il faut qu'ils soient à certains moments à l'école, et puis à d'autres moments, il faut qu'ils soient dans des milieux protégés. Il faut que ça circule, il faut que ça soit ajusté. Vous parlez à juste titre de la violence des normes. La question, c'est est-ce que, en voulant ajuster, en
voulant être légèrement hors norme, on ne sera pas non plus, finalement, des délinquants, parce que c'est quand même ça aussi qui est évoqué. Ceux qui sortent des normes risquent d'être considérés comme des déviants. Et à condition de ne pas s'épuiser, parce que c'est épuisant, cette résistance. Vous parlez de résistance. C'est drôle d'ailleurs, parce que dans la formule d'Emmanuel Macron, il a fini par dire, comme si c'était là la véritable définition de l'art d'être français, la résistance contre la loi du plus fort, c'est-à-dire qui évidemment parle à l'inconscient collectif, à la fois du côté de De Gaulle et d'Astérix. Bon, on est quand même le village gaulois. Mais je crains beaucoup, moi, parce que je vois aussi dans les équipes où je travaille, à quel point, j'allais dire, c'est aussi une question de survie pour la psychanalyse, hein, parce que les normes sont psychanalysicides. et je vois bien que les équipes, parfois, en effet, s'épuisent à être obligées de faire œuvre d'invention et de résistance en permanence. Donc il y a quelque chose vraiment là qui peut nous inquiéter. Oui, Philippe. Oui, et puis la norme, elle s'appuie sur un savoir qui serait scientifique. Or, il faut savoir de quel savoir on convoque. Dans le champ de la psychiatrie, comme j'ai essayé de dire tout à l'heure, de rabattre la maladie mentale sur des maladies du cerveau, ça va organiser tout le travail après. C'est pour ça que je dis, par exemple, la question du médicament, ça devient une obsession, puisque comme c'est une maladie du cerveau, il suffit de donner une molécule pour régler le problème. Donc toute la pratique va être orientée vers... Il faut surtout que les gens prennent bien leur molécule, et c'est la seule préoccupation. Et alors, est-ce que vous avez le sentiment, finalement, puisqu'on évoquait la résistance aux normes, que les normes, c'est formidable à partir du moment où on ne les respecte pas, ou à partir du moment où on les contourne, ou à partir du moment où on y résiste? Mais est-ce que dans votre pratique, vous avez l'impression que les possibilités de résistance, si j'ose dire, aux normes, sont de plus en plus réduites, ou que ça tient encore le coup, la résistance? Ça dépend des équipes. Le problème de la norme, c'est surtout de l'ériger en idéal, quoi. C'est-à-dire, c'est ça qui est insupportable avec la normalisation. C'est que là, pour les politiques inclusives, on prétend... Elles sont pas fondées sur l'amour des personnes différentes et hors normes. Elles sont fondées sur la volonté de réduction des dépenses et de récupération économique de ceux qui sont considérés comme récupérables économiquement. Mais à chaque fois, on peut lire dans les discours comment il y a une espèce d'idéalisation de la norme sur le mode tiré vers le haut. Voilà. Ces personnes, elles vont être tirées vers le haut si elles sont au maximum en milieu ordinaire. Merci beaucoup pour tous ceux qui sont en milieu protégé. Enfin, donc, comment peuvent-ils prétendre vouloir s'intéresser aux personnes différentes alors qu'ils ont cette vision-là de la différence? C'est insupportable, personnellement, je trouve. Alors, puisqu'on arrive... Au terme de cette deuxième émission, on peut peut-être rappeler ce que Freud disait dans ce qui n'est pas son testament, mais son dernier texte, où il expliquait que les psys n'arrivent pas au degré de normalité auquel ils voudraient parfois que leurs patients arrivent. Alors j'espère que cette émission démontre que nous ne sommes pas du côté, effectivement, des supposés normaux. En tout cas, je vous remercie tous les quatre pour avoir participé à cette émission. Et ceux qui nous suivent, je vous donne rendez-vous pour la prochaine émission du Divan des politiques, dimanche prochain à 17h.